Elle nettoyait les suites des millionnaires le jour, et dormait dans sa voiture la nuit avec sa fille de 6 ans, jusqu'au soir où elle s'est endormie dans le mauvais lit. Celui d'un homme qui aurait pu l'ignorer, mais qui a choisi de changer sa vie. Abonnez-vous maintenant. Commentez le mot « Maïssa » si vous voulez qu'elle se batte et qu'elle gagne. Abidjan ne dort jamais vraiment. Elle somnole, elle ronfle entre deux averses, ses lumières clignotent comme les paupières d'un homme épuisé qui refuse de céder. Et c'est exactement ce que Nadia Seka faisait depuis 18 mois. Elle refusait de céder. Elle tenait debout à force de volonté pure, de café froid avalé dans les couloirs de service, de prières murmurées dans les vestiaires en enfilant ses chaussures de travail. Elle avait 32 ans, une licence en soins infirmiers pédiatriques obtenue avec mention, des mains qui avaient posé des perfusions sur des veines de nouveau-nés, un sourire que les enfants malades reconnaissaient comme un signal de sécurité. Et ce soir-là, ce vendredi soir de novembre où tout allait basculer, elle portait un chariot de nettoyage à travers le couloir du 12e étage de l'hôtel Lagune Prestige, l'un des établissements 5 étoiles qui bordait la corniche d'Abidjan, et elle comptait les minutes qui la séparaient de la fin de son service. Maïssa dormait en bas, dans la salle de repos du personnel, sur 2 chaises rapprochées, enroulée dans le manteau de sa mère, une petite chose de 6 ans avec 2 nattes en couronne sur la tête et un sourire même dans le sommeil. Parce que Maïssa était comme ça, elle souriait même quand il n'y avait aucune raison de sourire. Et Nadia se demandait parfois d'où lui venait cette force, cette luminosité tranquille. Puis elle se rappelait que c'était exactement comme Théo, son père, que Maïssa tenait ça de lui, cette façon de trouver de la lumière même dans les pièces fermées. Théo était mort 18 mois plus tôt, un AVC foudroyant à 35 ans, sans signe avant-coureur, sans avertissement. Il s'était simplement effondré un mardi matin dans la salle de bain et le monde de Nadia avait implosé en silence. D'abord les larmes, puis les factures, puis l'éviction, puis la suspension de son poste d'infirmière faute de garde d'enfants stable, puis la chute libre, lente, méthodique, cruelle. Elle avait vendu les meubles, rendu le logement, épuisé les maigres économies dans les dettes médicales et les frais de notaire. Et depuis 6 semaines, elle vivait dans sa voiture, une vieille Renault Clio avec une climatisation capricieuse et un coffre qui sentait le détergent. Parce qu'elle rangeait ses produits de nettoyage là pour les vendre parfois au marché le dimanche. Et chaque soir après le service elle récupérait Maïssa. Lui chantait une chanson dans l'habitacle obscur, la regardait s'endormir les genoux remontés contre la poitrine, et priait pour que l'aube arrive vite. Ce soir-là, son supérieur l'avait envoyé faire le turnover de la suite présidentielle, le 1201, parce que la femme de ménage habituelle était malade, et Nadia avait pris la clé magnétique sans protester. Elle ne protestait jamais, c'était une qualité ou un défaut selon les jours, elle n'avait pas encore tranché. La suite sentait le cuir, le vétiver et quelque chose de boisé qu'elle ne sut pas nommer. Les rideaux étaient tirés sur la ville illuminée. Le lit n'avait pas été défait. Le client était visiblement arrivé et reparti aussitôt pour une réunion tardive. Un téléphone chargeur oublié sur le bureau, une veste suspendue au dossier d'une chaise, des papiers éparpillés avec des chiffres que Nadia ne regarda pas. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de regarder ce qui ne lui appartenait pas. Elle avait commencé par la salle de bain, récurer, sécher, plier les serviettes en triangle comme on le lui avait appris. Puis elle était passée au salon, avait disposé les amnicies, réajusté les coussins. Et au moment où elle faisait le tour du lit pour border le dernier côté, sa tête avait heurté le montant du cadre avec un bruit sourd, le monde avait pivoté, ses genoux avaient plié, et elle s'était assise une seconde sur le bord du matelas. Juste une seconde, juste pour ne pas tomber, et le matelas était si doux, si inhabituellement, indécemment doux, qu'elle avait fermé les yeux pour ne pas pleurer, et elle s'était endormie. Elle ne s'en rendit pas compte, évidemment. On ne se rend jamais compte du moment précis où l'épuisement gagne. Elias Bankole avait 38 ans, un empire immobilier qui s'étendait de Dakar à Nairobi, une réputation de négociateur redoutable dans les milieux d'affaires panafricains, et une règle simple, absolue, gravée dans ses habitudes depuis des années. Il ne dérangeait jamais les gens qui travaillaient. C'était une règle qu'il avait construite sur une mémoire personnelle, celle d'un enfant de Bouaké qui avait regardé sa mère nettoyer des maisons riches avec des mains abîmées et un sourire qui ne demandait rien à personne. Et il avait juré très tôt, avant même de comprendre le sens du mot dignité, qu'il ne deviendrait jamais l'homme qui regarde par-dessus l'épaule de quelqu'un qui sert. Il rentra dans la suite à 22 heures passées, sa réunion avec les actionnaires du port autonome ayant duré 2 heures de plus que prévu. Il était fatigué. Pas le genre de fatigue qui s'efface avec une nuit de sommeil mais le genre qui s'accumule depuis des mois et finit par teindre les matinées d'une couleur grise. Il voulait juste poser sa mallette, retirer ses chaussures, appeler son assistant pour confirmer l'itinéraire du lendemain. Ce qu'il ne voulait pas trouver, c'était une femme endormie en travers de son lit,
en uniforme bleu marine de femme de ménage, les mains croisées sur le ventre comme un enfant épuisé, les cernes si profonds qu'il ressemblait à des ecchymoses. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son instinct de PDG lui dit de décrocher le téléphone et d'appeler la réception. Son instinct d'être humain lui dit d'attendre, de regarder encore une seconde. Et pendant cette seconde il remarqua les chaussures usées posées soigneusement au pied du lit, le chariot de ménage garé contre le mur avec une précision professionnelle, les serviettes pliées en triangle dans la salle de bain visible depuis où il se tenait. Et il comprit que cette femme avait fini son travail avant de s'effondrer, pas pendant, après, comme quelqu'un qui s'autorise à tomber seulement quand les obligations sont remplies. Il posa sa mallette doucement, s'assit dans le fauteuil en face du lit, et attendit. Il attendit 20 minutes, pas par décision calculée, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, et pendant ces 20 minutes il observa la façon dont elle respirait, régulière, profonde, le soulèvement de sa poitrine qui ressemblait au premier sommeil vraiment réparateur d'une très longue série, et quelque chose en lui se referma comme un poing. Quand elle ouvrit les yeux, elle le vit immédiatement et se redressa si vite qu'elle faillit tomber de l'autre côté. « Je suis désolée, dit-elle, la voix encore épaisse de sommeil mais déjà traversée de panique. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment j'ai pu, je pars immédiatement, vous avez tout à fait le droit de... » « Restez assise, dit-il. Elle cligna des yeux. « Pardon ? Restez assise une seconde. Vous allez tomber si vous vous levez trop vite. » Elle le regarda comme si ces mots étaient dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Le genre de bienveillance pratique qui désoriente plus qu'une agression parce qu'on ne sait pas où poser les mains face à elle. « Je m'appelle Elias Bancol, dit-il. Vous avez eu un malaise ? » « Non, dit-elle. Je me suis endormie. Je suis vraiment. Ne vous excusez pas encore une fois, dit-il. Vous avez l'air d'avoir travaillé 17 heures d'affilée. 16, murmura-t-elle, puis elle se mordit la lèvre comme si elle venait de dire quelque chose de honteux. Il se leva, alla au mini-bar, prit une bouteille d'eau, la lui tendit. Elle hésita une fraction de seconde, cette hésitation qu'ont les gens qui ont appris à se méfier des gestes gratuits. Puis elle prit la bouteille. « Comment vous appelez-vous ? » « Nadia, dit-elle. Nadia Seka. Nadia. Est-ce que quelqu'un vous attend quelque part ? » Le silence qui suivit dura exactement le temps d'une décision. Et Elias vit la décision se prendre sur son visage, la façon dont elle pesa le pour et le contre en une seconde, la fierté contre la réalité, et la réalité gagna, mais à peine. « Ma fille, dit-elle finalement. Elle est en bas. Elle dort. Quel âge ? 6 ans. Il n'ajouta rien pendant un moment. Puis il décrocha le téléphone de la suite et composa le numéro du room service. Le chariot arriva 25 minutes plus tard, du riz au gras, du poulet braisé, du pain, du jus de bissap, du lait chaud pour l'enfant qu'il fallait aller chercher, et 2 expressos que Nadia regarda avec quelque chose entre la méfiance et la gratitude. Maïssa arriva somnambule dans les bras de Nadia, les yeux mi-clos, les nattes défaites, et quand elle sentit l'odeur du poulet elle se réveilla d'un coup, regarda la suite avec des yeux grands comme des assiettes, puis regarda Elias. « C'est toi le roi ? » demanda-t-elle. Elias sourcilla. « Non, dit-il. »« Alors pourquoi tu habites dans un château ?» Nadia ferma les yeux brièvement. « Maïssa, dit-elle doucement. »« C'est une bonne question, dit Elias. Je l'habite juste pour cette nuit. »« Nous aussi on habite des endroits juste pour une nuit, » dit Maïssa avec une logique absolue, et puis elle vit le poulet et n'ajouta plus rien. Ils mangèrent dans le salon de la suite, Elias dans le fauteuil, Nadia et Maïssa sur le canapé, et pendant que Maïssa dévorait avec cette concentration totale des enfants qui ont faim depuis trop longtemps, Nadia mangea lentement, trop lentement, comme quelqu'un qui rationne sans s'en rendre compte, qui calcule chaque bouchée contre les prochains repas incertains, et Elias regarda cette lenteur et comprit tout ce qu'il avait besoin de comprendre. « Vous étiez infirmière, dit-il. C'était quoi, votre service ? » Elle leva les yeux. « Comment vous savez ça ? » La façon dont vous avez plié les serviettes. Angle précis. Geste de quelqu'un qui a l'habitude des protocoles stricts. Et vos mains. Elle baissa les yeux vers ses mains, 2 secondes, 3, puis elle dit, pédiatrie. 3 ans en service, 2 ans en salle de réveil post-opératoire. J'aimais ça. J'aimais. Passer. Mon mari est mort, dit-elle, sans fioriture, comme on dit une vérité qu'on a répétée tellement de fois qu'elle a perdu ses dents. Il y a 18 mois. Les dettes, la garde, j'ai dû arrêter. La garde ?
Elle hésita. Sa belle-mère veut récupérer Maïssa, dit-elle enfin. Elle dit que je suis incapable de l'élever. Elle a des avocats. Elle a une maison. Elle a tout ce que moi je n'ai plus. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Nadia le regarda longtemps. Elle, dit-elle simplement, en posant la main sur la tête de Maïssa qui s'était endormie contre elle, le poulet à moitié fini dans l'assiette. Elias Bancol, qui avait conclu des accords à 9-0 sans ciller, qui avait regardé des conseils d'administration lui dire non et avait attendu patiemment qu'ils disent oui, ressentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine comme une cargaison mal arrimée. Il y a une deuxième chambre dans cette suite, dit-il. Prenez-la pour ce soir. Vous et votre fille. Non. Pourquoi? Parce que les hommes n'offrent pas des suites d'hôtel par bonté pure, dit-elle, le regard direct, sans colère, juste avec la lucidité de quelqu'un qui s'est trompé une fois et ne peut plus se permettre de se tromper. Il y a toujours un prix. Dites-moi le vôtre. Il y eut un silence pendant lequel Elias pesait ses mots. Je n'ai pas de prix, dit-il. J'ai une règle. Ne pas regarder quelqu'un tomber quand j'ai les mains libres pour attraper. C'est tout. Les gens ont des règles jusqu'à ce qu'elles les arrangent plus. Certains, oui, dit-il. Je vous propose une clé. Chambre verrouillée. Vous partez quand vous voulez, sans me devoir quoi que ce soit. Je n'ai besoin de rien de vous. Elle le chercha du regard, fouilla son visage à la recherche du mensonge, de l'angle, du calcul caché, et elle ne trouva rien, ce qui était en soi déstabilisant parce que l'absence de mensonge ressemble parfois à un piège plus sophistiqué. Puis Maïssa bougea dans son sommeil et dit « Maman, j'ai froid ». Et Nadia ferma les yeux une seconde, les rouvrit, et dit « Une nuit ». Elle avait prévu de partir avant l'aube, de glisser dehors avec Maïssa sans bruit, de reprendre le fil de sa vie comme on reprend une couture là où on l'a laissée. Mais il était déjà debout à 5h45, assis à la table du salon avec un café et des documents, habillé, rasé, aussi reposé que si la nuit avait duré une éternité. « Vous ne dormez jamais » dit-elle depuis la porte. Peu, dit-il. C'est qu'elle. L'armée. Il ne développa pas et elle ne demanda pas. Parce qu'elle comprenait les zones interdites, elle en avait les siennes. Il y avait du café, des viennoiseries commandées à l'aube, et pendant que Maïssa mangeait en regardant les bateaux sur la lagune par la baie vitrée. Les gros yeux, la petite main sur la vitre, le souffle qui faisait de la buée. Elias dit, sans préambule. Votre licence infirmière est toujours valide. Elle s'arrêta de boire. Quoi? J'ai vérifié ce matin. Le registre de l'Ordre national des infirmiers. Votre inscription est active. Vous n'avez pas à recommencer depuis 0. Vous avez vérifié, ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un emploi stable, dit-il, et non pas d'une chambre d'hôtel. La chambre c'est du sparadrap. L'emploi, c'est la guérison. Elle posa sa tasse. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi vous faites ça? Il réfléchit avant de répondre, pas pour construire une belle phrase mais parce qu'il cherchait la vraie raison, celle d'en dessous. Ma mère nettoyait des bureaux à Boisquet, dit-il finalement. Elle finissait à minuit, reprenait à 5h. Elle n'a jamais demandé d'aide de sa vie. Elle est morte épuisée à 53 ans. Je ne l'ai compris que longtemps après, la fierté ne nourrit pas. Mais elle est si bien ancrée qu'on la confond avec de la dignité. Il regarda Nadia. Ce n'est pas de la dignité que de laisser votre fille dormir dans une voiture quand quelqu'un peut vous aider. Le silence fut long. Comment vous savez pour la voiture? Dit-elle, la voix basse. Je ne savais pas avec certitude. Mais maintenant je sais. Elle ne répondit pas. Dehors, Maïssa tapotait la vitre en pointant un pélican posé sur le bastingage d'un bateau. Son téléphone sonna à 7h20, et le nom qui apparut sur l'écran fit blanchir les doigts de Nadia autour de l'appareil, Véronique Seca. Belle-mère. Elle sortit sur le balcon pour répondre, et la voix qui l'accueillit était froide, polie, ciselée, la voix de quelqu'un qui a appris depuis l'enfance que la cruauté s'administre mieux à basse température. Nadia. Mon avocat a déposé la requête hier soir. Audience préliminaire dans 15 jours. Je vous conseille de trouver un logement stable d'ici là. Pas une voiture, pas un hôtel de fortune. Je suis en train de régler ça. Vraiment. Où dormez-vous ce soir? C'est mon affaire. C'est aussi l'affaire du tribunal, ma chère. Une mère qui ne peut pas nommer son adresse de résidence depuis 6 semaines, ce n'est pas une mère stable.
C'est un dossier gagnant pour moi. Maïssa mérite mieux. Maïssa a une mère qu'il aime. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne met pas Maïssa dans une école correcte. L'amour ne remplace pas les nuits dans une Clio garée derrière un supermarché. Un silence. Mon fils aurait honte. Nadia raccrocha avant que sa voix se brise. Elle resta sur le balcon 2 minutes, les mains posées à plat sur la rambarde, à regarder la lagune sans la voir, puis elle entendit la porte coulissante s'ouvrir derrière elle. Qui c'était? Dit Elias. La belle-mère. Elle a déposé la requête. L'audience est dans 15 jours. Il se plaça à côté d'elle, face à la lagune. Qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner? Un logement. Un emploi. Des témoins de moralité. Un avocat que je n'ai pas les moyens de payer. 15 jours que je n'ai pas. Et l'énergie de me battre quand j'en ai plus. Vous en avez, dit-il. Vous êtes debout à cette heure-ci après une nuit de 3 heures dans un lit d'emprunt. C'est de l'énergie, ça. Mal canalisée, mais présente. Elle le regarda de côté. Vous parlez comme quelqu'un qui a perdu et qui a appris à rebâtir. Oui, dit-il simplement. Il passa 3 coups de téléphone dans la matinée pendant que Nadia préparait Maïssa, des appels brefs, directs, la façon de parler de quelqu'un à qui on ne dit pas non. Le premier, à maître Cyril Assoumou, l'un des meilleurs avocats en droit de la famille d'Abidjan, un homme qui lui devait un service depuis une affaire de 2019. Rendez-vous à 14 heures. Le deuxième, à la directrice des soins infirmiers de la clinique internationale Sainte-Thérèse, où Elias avait financé une aile pédiatrique 2 ans plus tôt. Entretien possible demain matin pour un poste d'infirmière en pédiatrie urgente. Le troisième, à son gestionnaire immobilier. Il avait un appartement vacant dans la résidence Lagune Sud, 2 chambres, quartier sûr, école primaire à 300 mètres. Il fallait le préparer et rédiger un bail. Quand il présenta les résultats à Nadia, elle le regarda d'une façon qu'il ne sut pas décoder immédiatement. Quelque chose entre la reconnaissance et la colère. Le genre de mélange qui naît quand quelqu'un fait pour vous en une matinée ce que vous n'avez pas réussi à faire pour vous-même en 18 mois. Je ne veux pas être un projet, dit-elle. Je ne veux pas être votre bonne conscience. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, dit-il. Vous êtes quelqu'un de compétent dans une mauvaise passe. Il y a une nuance. Les gens qui ont votre argent voient rarement la nuance. Je ne suis pas les gens qui ont mon argent. Je suis quelqu'un qui est parti de moins que vous. Il marqua une pause. L'appartement, c'est un bail classique. Loyer symbolique jusqu'à votre premier salaire, ensuite le marché. Tout est documenté, tout est propre, rien ne vous lie à moi. Si vous ne voulez plus de mon aide dans 6 mois, vous fermez la porte et vous n'entendez plus parler de moi. Mais pour l'audience, vous avez besoin d'une adresse. Voilà une adresse. Maïssa, qui avait tout écouté depuis le canapé en faisant semblant de regarder la télévision, leva la main. On va avoir une vraie maison? Nadia ferma les yeux. Peut-être, bébé. Avec une vraie salle de bain? Oui, dit Elias. Et un jardin pour mettre un chien? Maïssa, dit Nadia. Il y a une cour, dit Elias. Pas de chien pour l'instant. Mais une cour. Maïssa sembla peser le pour et le contre avec la gravité d'un sénateur, puis hocha la tête comme si elle venait de ratifier un traité. D'accord, dit-elle. On signe. Maître Cyril Assoumou avait 60 ans, une silhouette de basketteur, des lunettes à monture dorée, et la particularité de regarder ses clients comme un médecin regarde une radio, sans jugement, avec une précision clinique. Il écouta Nadia pendant 40 minutes, prit des notes, ne réagit pas, puis il ôta ses lunettes et dit. Voilà les faits. Véronique Seca a de l'argent, un réseau, et 2 avocats confirmés. Elle peut prouver que vous avez été sans domicile fixe pendant 6 semaines. Elle peut démontrer des lacunes dans la scolarisation de Maïssa sur les 3 derniers mois. Elle peut produire des témoins sur votre situation de précarité. Et moi? Dit Nadia. Vous êtes la mère biologique. Les tribunaux ivoiriens favorisent les mères biologiques sauf en cas de danger manifeste ou de défaillance grave démontrée. Ce n'est pas une mince affaire. Mais, il remit ses lunettes. Si vous avez un logement stable au moment de l'audience. Si vous avez repris une activité professionnelle. Si vous pouvez présenter un cadre de vie structuré pour Maïssa. Alors le tableau change. Mes chances? 60.
Peut-être 70% si on construit bien le dossier. Ce qui signifie qu'on travaille vite et qu'on ne fait pas d'erreur. Quel genre d'erreur? Il regarda brièvement Elias, puis revint à Nadia. Toute apparence de relation sentimentale avec un tiers masculin sera utilisée par la partie adverse. Pas parce que c'est illégitime, mais parce que Véronique Seca cherchera à déstabiliser l'image de mère irréprochable que nous devons construire. Un bail locatif propre avec Monsieur Bancol comme propriétaire est défendable. N'allez pas au-delà de ça pour l'instant. Nadia acquiesça sans regarder Elias. Une dernière chose, dit Maître Assoumou. Des références. Anciens collègues, supérieurs, personnes qui peuvent attester de votre caractère, de vos compétences maternelles. Combien en avez-vous? Nadia pensa à toutes les personnes qu'elle avait cessé de voir par honte, par retrait, par cette façon qu'a la détresse de nous faire croire qu'on est devenu indigne du regard des autres. Je vais les rappeler, dit-elle. Vite, dit Maître Assoumou. La directrice des soins infirmiers de la clinique Sainte-Thérèse s'appelait Dr Aminata Konaté, petite, sèche, avec des yeux qui évaluaient sans méchanceté, et elle fit passer à Nadia 2 heures d'entretien incluant des mises en situation clinique, des questions sur les protocoles de triage pédiatrique, une évaluation des gestes d'urgence. À la fin, Dr Konaté dit « Vous avez 3 ans de pratique et 18 mois d'interruption. En pédiatrie urgente, ça compte. Je vais vous proposer une période de réintégration de 4 semaines avec une infirmière senior, puis un poste plein si ça se passe bien. 3 jours de 12 heures par semaine, plus les gardes du week-end sur volontariat. Cela vous convient? Nadia avait passé 18 mois à nettoyer des salles de bain que des inconnus avaient souillées, à transporter des draps, à faire semblant que ce n'était pas ce qu'elle avait espéré de sa vie. Et quand Dr Konaté prononça ces mots, elle sentit quelque chose se remettre en place dans sa colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, le retour d'une posture qu'elle avait cru perdue. Oui, dit-elle. Ça me convient. Elias attendait dans le hall, debout, le téléphone à la main, et quand il la vit sortir avec cette façon différente de marcher, il n'eut pas besoin de demander. Je prends le poste, dit-elle. Je commence lundi. Je savais que vous le prendriez. Vous ne pouviez pas savoir. J'ai vu comment vous parliez de votre travail hier soir. On ne parle pas d'une chose qu'on est prêt à abandonner avec cette façon-là. Elle s'arrêta au milieu du couloir et le regarda vraiment pour la première fois depuis la veille. Pas pour évaluer une menace ou calculer une dette, mais juste pour voir qui il était. Pourquoi vous avez fait tout ça? Dit-elle. Vraiment. Il réfléchit un moment. Parce que quand j'avais 22 ans, sans argent, sans réseau, sans filet, une femme que je ne connaissais pas m'a ouvert une porte parce qu'elle en avait la possibilité. Juste ça. Et cette porte a changé tout le reste. Il haussa légèrement les épaules. On ne fait que traverser. Autant laisser les portes ouvertes. Il y avait des choses qu'Elias Bancol ne disait jamais à voix haute et qui existaient quand même, comme la plupart des choses importantes. Il ne disait pas que depuis la mort de son associé il y a 4 ans, un homme avec qui il avait monté sa première agence dans un appartement de 2 pièces à Cocody, un homme qu'il considérait comme un frère, il avait appris à garder une distance mesurée avec tout le monde, pas par calcul mais par peur, la peur précise de voir à nouveau quelqu'un compter sur lui et de ne pas être à la hauteur quand ça compterait vraiment. Il ne disait pas que les nuits courtes n'étaient pas seulement du PTSD militaire mais aussi cette façon qu'avait le silence de devenir trop loud après minuit, quand les chiffres d'affaires et les tableaux de bord ne suffisaient plus à couvrir ce qui manquait. Il ne disait pas que quand Maïssa lui avait demandé « Tu es le roi ?» Avec ses yeux grands comme des terres promises, quelque chose avait bougé dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Ce qu'il disait, c'était des choses pratiques, des choses utiles, des actions vérifiables, parce que c'était le seul registre dans lequel il se sentait honnête. Les mots doux, il les avait perdus quelque part entre Boaké et ses 38 ans. Et il ne savait pas si c'était une perte ou une protection, probablement les deux. Mais ce matin-là, en sortant de la clinique Sainte-Thérèse après avoir vu Nadia marcher vers lui avec cette colonne vertébrale reconstituée, il avait reconnu quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'envie de rester. Pas pour une raison professionnelle, pas pour un deal, pas pour un service. Juste l'envie de rester dans le rayon de quelqu'un, de voir comment l'histoire continuait. Il ne dit rien de tout ça, évidemment. Il dit « Je vous emmène récupérer Maïssa ?» Et Nadia dit « Oui. » Et c'était suffisant pour l'instant. Le message arriva 3 jours plus tard, depuis un numéro masqué mais que Nadia reconnut au ton. J'ai des photos de vous entrant dans un hôtel 5 étoiles avec votre fille à 22 heures.
J'ai le nom de l'homme dont vous occupez l'appartement. Mon avocat appelle ça de la légèreté morale. À bientôt devant le juge. Nadia lut le message 2 fois, posa son téléphone sur la table de la cuisine, prit une grande inspiration, et rappela Maître Assoumou. Elle va tenter l'angle moral, dit l'avocat. C'est prévisible. Voici ce qu'on fait, je prépare une attestation notariée sur le bail locatif avec Monsieur Bancol. Vous commencez votre poste à la clinique lundi, et vous faites en sorte que votre supérieur direct soit disponible comme témoin. Maïssa est inscrite à l'école dès demain. L'inscription sera versée au dossier. Véronique Seka veut vous montrer un stable. On lui montre un mur. Puis elle appela Elias. Il décrocha à la première sonnerie. Je sais, dit-il avant qu'elle parle. Mon assistant m'a signalé qu'on nous avait photographié à la sortie de la clinique hier. Ça ne change rien. Le bail est propre. Tout est documenté. Elle va raconter n'importe quoi. Elle peut raconter ce qu'elle veut. Les tribunaux regardent les preuves. Et les preuves sont logement stable, emploi, enfants scolarisés, mère présente. C'est ça le dossier. Pas les photos. Et si ça ne suffit pas? Ça suffit, dit-il, avec cette certitude tranquille qu'elle commençait à reconnaître comme une signature. Pas de l'arrogance, pas de la désinvolture, juste quelqu'un qui avait appris à construire des certitudes sur des fondations réelles. Vous êtes toujours aussi sûr de vous? Non, dit-il. Mais je suis sûr de vous. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit merci, d'une façon différente des fois précédentes. Pas par politesse mais parce qu'elle voulait vraiment qu'il sache. 15 jours plus tard, Nadia Seka entra dans la salle d'audience du tribunal de première instance d'Abidjan en tailleur bleu nuit, les cheveux coiffés en arrière, Maître Assoumou à sa gauche, un dossier de 37 pièces sur la table. Véronique Seka était assise de l'autre côté, 60 ans, tailleur beige, collier de perles, le genre de femme qui a appris depuis l'enfance que l'apparence est un argument, entourée de 2 avocats en robe noire. L'audience dura 2 heures et 20 minutes. Maître Assoumou présenta le bail notarié, le contrat de travail de la clinique Sainte-Thérèse signé la semaine précédente, l'attestation de scolarisation de Maïssa à l'école primaire Sainte-Cécile, 3 lettres de témoin. L'ancienne chef de service de Nadia à l'hôpital universitaire, sa supérieure actuelle à la clinique. Et une voisine de la résidence Lagune Sud qui témoignait que Maïssa descendait jouer dans la cour chaque soir après les devoirs et que sa mère était toujours là. Les avocats de Véronique arguèrent la précarité récente, la cohabitation avec un tiers masculin, l'instabilité professionnelle. Maître Assoumou répondit, document après document, calmement, méthodiquement, la voix posée de quelqu'un qui a construit un édifice solide et qui n'a aucune raison de se précipiter. La juge, une femme dans la cinquantaine avec des lunettes rondes et un regard qui ne laissait rien passer, écouta tout, prit des notes, et à 17h15 elle rendit une décision provisoire. La garde de Maïssa Seka restait à sa mère, avec droit de visite mensuelle supervisée pour la grand-mère paternelle. Révision dans 6 mois sur présentation du bilan de stabilité. Nadia entendit les mots comme à travers de l'eau, puis très clairement, puis elle sentit ses genoux qui voulaient fléchir et se tint debout par principe, par entêtement, par cette même vertèbre stuborne qui l'avait maintenue debout pendant 18 mois. Dehors, sur le parvis du tribunal, Maître Assoumou lui serra la main et dit « C'est une victoire, pas la fin. Dans 6 mois, on confirme. Continuez ce que vous faites. » Elias était dans la voiture, garée de l'autre côté de la rue, il n'était pas entré, il n'avait pas à être là, et pourtant il était là, et quand elle traversa la rue et qu'il vit son visage il comprit avant qu'elle ne parle. « On a gagné, dit-elle. Vous avez gagné, dit-il. Non. Elle s'arrêta devant lui. On a gagné. Ne revenez pas sur ça. Il y eut un moment entre eux, pas long, quelques secondes, mais le genre de secondes qui pèsent plus que des mois, et ni l'un ni l'autre ne dit rien, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour exister. 3 mois plus tard, Nadia Seka travaillait 3 jours par semaine en pédiatrie urgente à la clinique Sainte-Thérèse, et les enfants reconnaissaient ses mains. Et les parents reconnaissaient sa façon de leur expliquer les choses sans les affoler ni les infantiliser. Et sa supérieure avait glissé une semaine plus tôt dans un couloir qu'elle envisageait de la proposer pour le poste de coordinatrice de soins en fin d'année. Maïssa allait à l'école à 300 mètres de la résidence Lagune Sud, rentrait à 16 heures, descendait dans la cour avec le cartable encore sur le dos, et le flamboyant avait perdu ses fleurs d'automne mais promettait d'en avoir d'autres au printemps. Elias Bancol passait parfois, pas souvent, pas selon un calendrier, juste parfois,
avec des fruits ou un livre pour Maïssa ou rien du tout. Et il restait 1 heure ou 2 à boire du thé sur la terrasse pendant que Maïssa faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Et il y avait dans ces soirées-là quelque chose qui n'avait pas encore de nom, quelque chose que Nadia ne voulait pas nommer trop vite, parce qu'elle avait appris que les choses fragiles se brisent quand on les nomme avant. Qu'elle soit prête. Un soir, Maïssa vint sur la terrasse avec un dessin. 2 adultes et un enfant sous un flamboyant, les grands bonhommes avec des sourires géants, l'enfant avec 2 nattes en couronne. « C'est quoi ça, bébé ?» dit Nadia. « C'est nous, » dit Maïssa. « Toi, moi et Elias. » Nadia regarda le dessin longtemps. Puis elle leva les yeux sur Elias, qui regardait le dessin avec cette expression qu'il avait parfois, quelque chose d'ouvert qu'il ne cherchait plus à cacher. « Elle dessine vite, » dit-il. « Elle voit vite, » dit Nadia. Et peut-être que c'était ça, la leçon, pas la grande leçon morale, pas la formule, juste ça. Parfois les enfants voient plus clairement que les adultes qui ont été blessés, parce qu'ils n'ont pas encore appris à se protéger de la lumière. La fierté est une armure nécessaire. Elle nous tient debout quand tout le reste vacille, elle nous rappelle que nous valons quelque chose, que nous ne sommes pas que nos dettes et nos défaites. Mais il y a un moment où l'armure pèse plus qu'elle ne protège, où refuser la main tendue n'est plus de la dignité mais de la peur déguisée. Nadia a mis du temps à comprendre que recevoir de l'aide n'efface pas qui on est. Ça rappelle qui on est, quelqu'un qui mérite d'être vu, pas seulement utilisé. Et Elias a compris quelque chose que beaucoup d'hommes puissants oublient. La vraie force, ce n'est pas de tenir les portes fermées. C'est de les laisser ouvertes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des abonnés les plus fidèles de 4000 mots. Appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la suite. Commentez le mot « flamboyant » si vous pensez que Nadia et Elias méritent leur histoire. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'accepter de l'aide, c'est aussi du courage. Il y a des vérités que seuls les enfants de 6 ans peuvent porter sans en être écrasés, parce qu'ils n'ont pas encore appris à peser les conséquences de voir clairement. Maïssa Seka savait plusieurs choses que les adultes autour d'elle croyaient tenir cachées. Elle savait que sa maman pleurait parfois dans la salle de bain en croyant que l'eau couvrait tout. Elle savait que la Clio avait été leur maison pendant un temps et que c'était un secret qu'on ne partageait pas à l'école. Elle savait que la dame avec le collier de perles, la mémé qu'elle avait vue 2 fois, regardait sa maman avec des yeux de quelqu'un qui veut prendre quelque chose. Et elle savait, parce que les enfants savent, qu'Elias était quelqu'un de bien. Pas parce qu'il avait une grande maison ou une grosse voiture. Parce que quand elle lui parlait, il la regardait vraiment, pas avec le regard distrait des adultes pressés qui acquiescent sans écouter, mais avec une attention entière, comme si ce qu'elle disait comptait autant que les chiffres dans ses dossiers. Un samedi matin, pendant qu'Elias et Nadia buvaient du café sur la terrasse et parlaient de choses d'adultes, Maïssa apporta son livre préféré, une histoire de petite panthère qui cherche sa famille, et le posa sur les genoux d'Elias sans rien dire. « Tu veux que je te lise ça ?» dit-il. Elle hocha la tête et grimpa à côté de lui sur le banc de la terrasse avec la naturalité d'un enfant qui décide qu'un endroit lui appartient. Nadia les regarda par-dessus sa tasse. Elias ouvrit le livre et commença à lire à voix haute, en changeant les intonations pour chaque personnage, et Maïssa suivait les mots du doigt avec la concentration d'une élève qui apprend à lire mais qui connaît déjà l'histoire par cœur. À la page où la petite panthère retrouve enfin un foyer, Maïssa dit sans lever les yeux du livre, « Tu restes avec nous ?» Le silence qui suivit dura le temps d'une décision. Nadia posa sa tasse très doucement. Elias regarda le dessin de la petite panthère sur la page, puis Maïssa, puis Nadia au-delà de Maïssa. « Je passe souvent, » dit-il. « C'est une bonne façon de rester. »« Mais tu resteras toujours ?» insista Maïssa avec cette précision d'enfant qui n'accepte pas les réponses à côté. « Maïssa, » dit Nadia doucement. « C'est une bonne question, » dit Elias. « Je n'ai pas encore la réponse. Mais je vais essayer de la mériter. » Maïssa sembla réfléchir à ça, tourna la page, et reprit le fil de l'histoire comme si la question était réglée à sa satisfaction. Et peut-être qu'elle l'était, parce que essayer de mériter une réponse, ça ressemble déjà à une promesse. L'audience de révision eut lieu en mai, quand le flamboyant de la cour était en pleine floraison, ses fleurs rouges orangées tombant par poignées sur les enfants qui jouaient en bas. Maître Assoumou avait présenté un dossier de 52 pièces. 4 mois et demi de présence régulière à la clinique, évaluation supérieure à la moyenne, une lettre de la directrice des soins qui qualifiait Nadia de recrue exceptionnelle. Le carnet scolaire de Maïssa, avec en bas de chaque page la mention « Élève attentive »,
participative, en progrès constant. Une attestation de la psychologue scolaire qui avait vu Maïssa 2 fois à titre préventif et concluait à un développement émotionnel stable. Véronique Seka était là aussi, mais avec un seul avocat cette fois, et quelque chose dans sa façon de tenir ses épaules disait qu'elle savait. La juge confirma la garde exclusive à Nadia, maintint le droit de visite mensuelle supervisée, et ajouta une phrase dans son jugement qui fit monter les larmes aux yeux de Nadia. La mère a démontré une résilience et un engagement maternel qui témoignent d'une capacité de reconstruction rare. Dans le couloir, Véronique Seka croisa Nadia. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle dit, à voix basse, d'une façon qui ressemblait à la première chose vraie qu'elle avait dite en 2 ans. Elle a les yeux de Théo. Je sais, dit Nadia. Ne lui enlève pas son père. Je ne lui ai jamais enlevé. Elle parle de lui tous les jours. Véronique Seka la regarda une longue seconde, puis tourna les talons sans ajouter autre chose. Et peut-être que c'était ça aussi, une porte entr'ouverte, petite, mal dégondée, mais une porte. Dehors, Elias attendait avec Maïssa sur les marches du tribunal. La petite avait cueilli une fleur de flamboyant tombée sur le trottoir et la tenait comme un sceptre. « Alors » dit-elle. « On a gagné, bébé, » dit Nadia. Maïssa lança la fleur en l'air, regarda Elias, et dit « Est-ce qu'on peut fêter ça avec des glacés ?»« 3 glacés, » dit Elias. « 4, » dit Maïssa. « Une pour papa aussi, là où il est. » Nadia s'arrêta sur la 3e marche. La gorge serrée, les yeux humides, et quelque chose de chaud dans la poitrine qui n'avait pas de nom précis mais qui ressemblait au début de quelque chose de solide, quelque chose qui n'avait plus besoin de se méfier de la lumière. « 4, » dit-elle. « Absolument 4. » Et ils descendirent les marches tous les 3 dans le soleil de mai, Maïssa entre deux, et ça ne ressemblait pas à une histoire qui finit mais à une histoire qui commence, la vraie cette fois, construite sur les décombres de l'autre, et c'est peut-être ce qu'on apprend en tombant aussi bas, que les fondations les plus solides sont celles qu'on reconstruit avec ses propres mains, même si quelqu'un nous tient la lampe pendant qu'on travaille. On dit souvent que la vie récompense les courageux. C'est une belle formule, mais Nadia Seka sait que c'est plus compliqué que ça. La vie ne récompense pas selon le mérite, elle ne distribue pas les bonheurs comme des notes de fin d'année. Ce qui est vrai, c'est qu'elle offre parfois des brèches, des fissures dans le mur de ce qui semblait immuable, et c'est dans ces brèches-là que tout peut passer. La lumière, l'air, une main tendue dans le bon couloir au bon moment. Nadia avait failli ne pas accepter la main d'Elias. Elle avait eu toutes les bonnes raisons du monde de refuser, de se lever du bord de ce lit, de reprendre son chariot, de s'en aller dans la nuit avec sa fille et sa fierté intacte. Et si elle l'avait fait, elle n'aurait pas eu tort. Elle n'aurait fait que ce que les femmes comme elle apprennent à faire, tenir toute seule, coûte que coûte, jusqu'à l'os. Mais tenir toute seule jusqu'à l'os, ça n'a rien d'héroïque. C'est juste douloureux. Ce qu'elle avait choisi à la place, ce soir-là, c'était quelque chose de moins photogénique et de bien plus difficile. Elle avait choisi de croire, pour une nuit, pour un matin, puis pour une semaine, que le monde n'était pas uniquement fait de gens qui voulaient lui prendre quelque chose. Que certains, rares, vraiment rares, voulaient juste la voir debout. Et Elias, dans sa propre histoire, avait appris ça aussi mais à l'envers. Qu'avoir les moyens d'aider et ne pas aider, c'est une façon de mourir aussi, lentement, proprement, dans le confort de sa culpabilité silencieuse. Ils avaient tous les deux quelque chose à apprendre de l'autre. Et parfois c'est ça, l'amour qui commence. Non pas 2 personnes qui se complètent comme des pièces de puzzle, mais 2 personnes qui s'apprennent quelque chose d'essentiel sur elles-mêmes à travers le regard de l'autre. Maïssa, elle, n'avait rien à apprendre. Elle savait déjà. 6 ans, 2 nattes en couronne, une fleur de flamboyant dans la main comme un sceptre, et la certitude tranquille que les bonnes choses arrivent à ceux qui n'ont pas peur de les reconnaître quand elles passent. La nuit avait donné à Nadia bien plus qu'un lit propre. Elle lui avait donné un miroir, une brèche, un homme avec une règle simple, et le début de la preuve que recommencer n'était pas une honte mais une forme de bravoure que peu de gens comprennent jusqu'à ce qu'ils y soient contraints. Et si vous lisez ces lignes ce soir, si vous êtes au bord du même précipice, fatigué, épuisé, convaincu que demander de l'aide c'est perdre, rappelez-vous Nadia sur ce bord de lit. Rappelez-vous qu'elle a failli se lever. Et qu'elle ne l'a pas fait. Pas par faiblesse. Par intelligence. Par amour pour sa fille. Par cette part d'elle qui savait encore, malgré tout, que certaines nuits donnent ce que les jours ont refusé. Tenez bon. Et laissez parfois quelqu'un tenir avec vous.